Bonjour, bienvenue sur PhysioSkills, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler nutrition. Pour beaucoup d'entre nous, on a bien conscience que c'est une discipline nécessaire et indispensable à la performance mais aussi au bien-être de la santé de chacun, mais dont les principes et la mise en application restent assez opaques. Pour parler de tout cela, je reçois Anthony Berthoud, nutritionniste qui a une grande expérience dans le suivi des sportifs de haut niveau. Cet épisode est une sorte d'introduction générale à cette discipline. Je pense que nous approfondirons le sujet dans de prochains épisodes. L'enregistrement de cet épisode est tombé dans ma période annuelle de guigne, de malchance, je sais pas comment vous appelez ça. Donc on a dû refaire l'enregistrement et le dernier enregistrement qui a été effectué a été fait par téléphone. Donc j'espère que la qualité sonore ne nuira pas à votre compréhension. J'espère que cela vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anthony, merci beaucoup d'être là. Je voulais savoir si vous pouviez vous présenter. Alors bonjour, je suis nutritionniste. J'ai connu la nutrition en tant que sportif historiquement. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France junior de triathlon au cours des années 90 et j'en ai fait mes études et j'ai suivi beaucoup d'équipes de France, d'équipes olympiques, d'athlètes en particulier dans le monde de l'endurance et aujourd'hui je consacre la plupart de mon temps à l'enseignement soit universitaire ou pour les formations continues médicales, paramédicales ou pour les professionnels du sport. Voilà, pour faire simple. Ok. Et du coup, pour commencer, je voulais savoir si vous pouvez définir rapidement la nutrition et revenir un peu sur les différences entre la diététique, la micronutrition et même la naturopathie, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que la nutrition, on la considère classiquement comme la science entre guillemets de l'aliment vis-à-vis de la santé ou voire de l'accompagnement de certaines pathologies. Et on a malheureusement eu un regard assez, moi j'appelle allopathique de la nutrition, c'est-à-dire qu'on a eu un regard très symptomatique en isolant en fait les nutriments pour étudier leurs effets et en oubliant qu'ils agissent non seulement de manière synergique, mais la matrice alimentaire dans laquelle sont présents ces nutriments est aussi un facteur tout aussi important à considérer pour la biodisponibilité, pour l'action de certains nutriments que le nutriment lui-même pris de manière isolée. Donc par rapport à la micronutrition qui se veut étudier davantage en détail les effets de tel ou tel déficit, voire carence sur un état de santé, sur une pathologie ou des troubles fonctionnels. Souvent, elle a été opposée à la diététique ou à l'approche un peu macronutritionnelle, énergétique, où finalement on se reposait uniquement sur les protéines, les glucides, etc. Et les deux sont complètement complémentaires, bien entendu, il n'y a absolument aucune opposition. On peut par contre pas considérer que simplement parce qu'on va manger varié, équilibré, on aura un statut nutritionnel et micronutritionnel qui sera adapté et inversement, on ne peut pas voir qu'à travers les micronutriments pour évaluer de la qualité de l'alimentation. Pour ce qui est de la naturopathie, c'est un domaine plus large qui englobe effectivement l'alimentation ou la nutrition, mais qui va aussi analyser, en tout cas maîtriser un certain nombre de pratiques, que ce soit par exemple de l'aromathérapie, de la phyto, l'hygiène de vie de manière générale, pour pouvoir faire des protocoles ou pour accompagner des personnes dans le cadre de la prévention de leur santé. Ok, donc imaginons que je suis un trailer, je m'entraîne 4 à 6 fois par semaine, je prépare un trail d'une 50aine de kilomètres. Comment dois-je composer mes menus sur la journée? Et est-ce que cette composition de menus change selon les jours où je m'entraîne et les jours où je m'entraîne pas? J'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question parce que elle dépend énormément de ce que fait cet individu qui va faire du trail de 50 km ou autre. Je dis individu volontairement parce que c'est son mode de vie avec son activité professionnelle, sa vie personnelle, peut-être les polluants auxquels ils sont confrontés et puis surtout également ses antécédents de santé, savoir s'ils présentent certains troubles fonctionnels, voire certaines pathologies et on adoptera tous ces éléments-là. Donc il n'y a absolument aucune règle universelle. C'est vrai que un des points importants, c'est tout ce qui est lié à notamment la gestion de l'insuline et on a cette idée que
sous prétexte qu'on est sportif, il faut manger beaucoup de glucides et de pâtes, de riz, de pommes de terre, etc. Avant de faire son entraînement. Or, on a un stock qu'on appelle le glycogène musculaire et glycogène hépatique. L'un va assurer l'énergie pour la contraction musculaire, l'autre va maintenir la glycémie entre les repas. Et on peut tout à fait avoir un stock résiduel qui va être suffisant pour réaliser son entraînement et pas forcément avoir besoin de manger forcément des glucides avant. Ce qui va être important, c'est plutôt de les consommer après pour profiter de ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Donc, de manière classique pour une personne sédentaire, le matin, on va être plutôt sur une dominante de protéines, de graisses, de fibres. Donc, ça peut être 1 ou 2 œufs coques, une bonne poignée d'oléagineux, noix, noisettes, amandes par exemple, un fruit, éventuellement un petit peu de pain de qualité, donc fermentation longue au levain, 100%, peut-être épeautre ou petit épeautre en fonction de la sensibilité au gluten, bio dans la mesure du possible bien sûr, avec un peu de matière grasse, donc ça peut être un peu de beurre, ça peut être de la purée d'amande, du fromage de chèvre, de brebis si la personne aime ça par exemple, elle le tolère, ou 20 ou 30 grammes de flocons d'avoine avec les mélanges d'oléagineux, le fruit évoqué. Une boisson bien sûr pour se réhydrater, donc de l'eau, un thé, un café, après ça dépend là aussi de la tolérance de chacun. Si c'est un entraînement qui a lieu à jeun, on fera attention à bien avoir par contre les féculents, c'est-à-dire le pain ou les céréales après l'entraînement, sauf si on a des protocoles particuliers, on parle de périodisation nutritionnelle ou autre, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le midi, on va être un peu sur la même base d'un point de vue la répartition, c'est-à-dire protéines, graisses et fibres, donc ça peut être 120, 130 grammes de volaille ou de poisson de qualité, des légumes, du cru et du cuit, par exemple en entrée et en plat principal avec 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Souvent on parle du mélange huile colza olive parce que notamment pour les oméga 3 et les oméga 9 c'est intéressant, donc toujours vierge première pression à froid, notamment pour l'huile de colza. Pourquoi pas aussi quelques oléagineux pour terminer, ou 1 ou 2 carrés de chocolat, au moins 70% de cacao pour éviter d'aller vers forcément quelque chose de sucré, un produit laitier si la personne le tolère. Si la personne s'est entraînée plutôt en fin de matinée ou entre midi et 2, là c'est pareil, on fera attention à rajouter des féculents, sauf cas particulier, et on va rajouter 150-200 grammes, ça dépendra de l'appétit, mais de riz complet, de quinoa, de sarrasin, de légumineuses, etc. Sur la collation, ça peut être base de, là aussi, une petite poignée d'oléagineux, un fruit, 1 ou 2 carrés de chocolat. Faire attention si l'entraînement a lieu en soirée, d'aller plutôt vers quelque chose de digeste au moins 1 heure avant. Ça peut être une banane bien mûre, une compote par exemple. Et le soir, d'être sur une base plutôt végétarienne, donc avec toujours les légumes crus et cuits, des légumineuses ou des produits céréaliers avec les légumes en complément, les huiles que j'ai citées. Et puis la même base que pour le midi, pour le dessert, l'idée étant en gros d'avoir là plutôt une base de glucides pour favoriser non seulement la synthèse de ce fameux glycogène, mais surtout optimiser ce qu'on appelle la voie des neuromédiateurs. Et on sait que le matin et le midi, on fera attention à limiter la sécrétion d'insuline et avoir des nutriments qui vont soutenir l'axe de la dopamine qui est lié à l'éveil, à l'entrain, à la motivation, dopamine ou noradrénaline. Et en soirée, on va plutôt être sur l'axe de ce qu'on appelle la sérotonine et de la mélatonine, qui est l'hormone de l'induction du sommeil. Et on sait que une base d'aliments glucidiques et végétaliens est plutôt quelque chose d'adapté. Et puis si vous entraînez en soirée, vous aurez eu les féculents et autres comme ce que j'ai indiqué tout à l'heure, donc ça sera adapté, quoi. Ok. Et je voulais qu'on parle aussi d'un problème qui est assez récurrent chez les trailers, c'est tous les problèmes digestifs pendant la course à pied, enfin pendant l'épreuve de trail. Quelles en sont les causes en fait? Elles sont multiples. Alors là, je vais parler uniquement de l'aspect nutritionnel. Okay. Déjà, il faut savoir qu'à l'effort, on a ce qu'on appelle une ischémie-reperfusion, c'est une variation du débit sanguin qui va se traduire donc par une diminution forte au cours de l'effort au profit de la masse musculaire, et au repos une reperfusion, c'est-à-dire un afflux de sang important au niveau du système digestif, et qui dit sang dit oxygène, qui dit oxygène dit radicaux libres, et donc stress oxydatif. Et on sait que la muqueuse intestinale est très sensible à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
c'est un des éléments importants à prendre en compte pour des sportifs qui présentent des troubles digestifs à répétition et surtout des troubles fonctionnels, que ce soit inflammatoires, immunitaires associés, où le point de départ, ça peut être ce qu'on appelle une hyperperméabilité de l'intestin et notamment à cause de ces répétitions d'ischémie-reperfusion. De manière plus mécanique, ça peut être l'individu qui ne s'est pas adapté à avoir un aliment liquide ou solide, mais simplement un bol alimentaire dans l'estomac et qui du jour au lendemain, sur une épreuve de plusieurs heures, se met à consommer des grandes quantités. Donc ça doit s'adapter aussi, ça s'apprend. Et après, ça peut être lié à la nature des aliments qui vont être consommés pendant l'effort ou à la quantité. Beaucoup de sportifs consommant trop de glucides, de peur de tomber en hypoglycémie, trop par rapport à la capacité d'assimilation. Donc là aussi, c'est des choses qui doivent être adaptées, mais qui ont une limite globalement. Donc après, en fonction du type d'épreuve, du sportif, de la durée, de l'intensité, ça peut aller de 40-45 grammes par heure. Idéalement, dans la littérature scientifique, on parle de 100 à 120 grammes par heure, mais malheureusement, c'est le cas de très peu de sportifs, d'où l'importance aussi de bien réaliser d'une part des stocks de glycogène dans la semaine qui précède l'effort pour avoir un niveau maximal le jour de la course et du coup retarder au maximum l'épuisement de ce stock de glycogène par un apport de glucides mais qui sera limité comme on vient de le voir. Et puis de mettre en place des stratégies de périodisation nutritionnelle dont je parlais qui vont habituer l'organisme à utiliser proportionnellement plus de graisse que de glucides pour une intensité donnée, ce qui va permettre à l'individu de préserver d'autant son stock de glycogène. Donc ça c'est des protocoles qu'on met de plus en plus en place, mais aussi qui doivent être adaptés après en fonction du type de pratique et puis de l'individu et là où il en est au niveau nutritionnel, quoi. Et donc si la personne a une augmentation de la perméabilité membranaire, etc., elle doit consommer pendant la course ou juste avant moins de glucides et plus de lipides ou pas forcément? Alors non, ça va pas vraiment être lié à l'effort, l'alimentation pendant l'effort à proprement dit, même si de facto ça va limiter les quantités. Et puis je vous dis la qualité sera aussi un point important, mais c'est plus prendre en charge cet aspect sur le long terme, donc, en périphérie pour apporter des nutriments. Alors il y a pas mal de choses qui peuvent être utilisées, ce qu'on appelle la glutamine, de la vitamine D, de la vitamine A, tout ça, faut objectiver le déficit en fait avant de proposer la supplémentation. C'est des choses qui peuvent être proposées. On pourra faire attention aussi à éventuellement à la prise de probiotiques par rapport au microbiote. Donc c'est vraiment une démarche d'individualisation plusieurs semaines voire plusieurs mois en périphérie pour travailler à la restauration de cette muqueuse, en tout cas minimiser les effets. Et puis après effectivement en course on sera particulièrement vigilant à avoir des aliments digestes et, je le disais, sur des quantités adaptées. Ok. Et du coup, après la course, quels conseils donneriez-vous, notamment sur les apports hydriques ? Il faut écouter sa soif avant tout, parce que c'est un indicateur, mine de rien, qui est plutôt intéressant. Et puis d'avoir une eau, ce qu'on appelle sodée bicarbonatée, donc Vichy, Badois, Saint-Thior et autres. Après, tout dépend là aussi du type de course ou si on parle de l'entraînement, mais j'évoquais la fenêtre métabolique tout à l'heure, c'est une période au cours de laquelle l'organisme est particulièrement enclin à récupérer. Donc on fait attention à avoir suffisamment de glucides, de protéines également. Alors on parle souvent de 20 à 25 grammes de protéines à peu près dans les heures qui ont suivi. C'est vrai que l'idéal théorique c'est de prendre au plus tôt, mais de par l'ischémie-reperfusion, et puis ça peut être l'hyperthermie, il y a un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle l'hyperammonémie également, qui peut faire que l'individu n'est pas du tout apte à manger quelque chose après l'effort. Il peut y avoir une anorexie post-effort qui peut durer largement plusieurs heures. Donc si c'est pas le cas, c'est intéressant effectivement d'avoir alors soit des protéines dans le repas de récupération si la personne le peut, voire d'avoir recours à une supplémentation de protéines en poudre de 20 à 25 grammes. Là aussi, la qualité et le choix des protéines devront être adaptés selon la situation. Et puis, d'un point de vue des glucides, c'est d'apporter des aliments, là aussi, index glycémique plutôt élevé
digeste régulièrement. Donc ça peut être une banane bien mûre, la compote, une pâte de fruits, une pâte d'amande si la personne la tolère, des fruits secs, mais là aussi c'est riche en fibres, donc point de vigilance. Et régulièrement pendant les heures qui suivent, voire une boisson de récupération, parce que l'intérêt c'est d'avoir du liquide et donc de faciliter la tolérance digestive et d'avoir un volume plus conséquent de glucides. Et puis sur la base du repas de récupération, un petit peu ce que j'ai indiqué pour le quotidien, c'est-à-dire plutôt une base végétalienne ou ce qu'on appelle ovo-lacto-végétarienne. Donc la personne peut manger 1, 2 ou 3 œufs par exemple, avec là aussi des légumes crus et cuits, plutôt du cuit que du cru parce que l'intestin a été fragilisé. Les huiles évoquées, colza, olive, un fruit bien mûr, voire une compote, tarte aux fruits, une salade de fruits si la personne n'est pas sensible au niveau du fait que le fruit soit cru au niveau digestif. Un produit laitier si là aussi la personne le tolère et a l'habitude, mais on va pas forcément apporter des grandes quantités de protéines. Ça on attendra plutôt dans le lendemain et les repas qui suivent. Si déjà on a eu par une boisson de récupération, je vous parlais de cet apport de 20-25 grammes de protéines, déjà c'est très bien. Si vraiment ça a été un effort très sollicitant, on peut parfois rajouter là aussi 20-25 grammes au coucher par exemple, mais c'est du, je vais pas vous dire du détail, mais c'est plus des protocoles précis, comme on peut rajouter certains acides aminés, ce qu'on appelle la leucine par exemple, quand il y a des recherches de soutien musculaire. Mais voilà, dans les grandes lignes, déjà vous avez quelques éléments là-dessus, quoi. Ok. Et donc pour terminer, comme on dit, un petit take-home message. Je sais que vous êtes assez sensible et même vous trouvez ça essentiel, le rapport à l'environnement. Donc quel conseil vous donneriez à un sportif qui a envie de s'alimenter en respectant l'environnement et en se respectant soi-même? Ouais, alors merci de me poser la question parce qu'effectivement, je pense que pour moi c'est la priorité aujourd'hui. Vous avez sans doute entendu parler du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, et c'est malheureusement quelque chose qui est peu mis en avant, j'ai envie de dire encore, en tout cas je l'espère, dans les recommandations nutritionnelles, y compris de santé publique. Et effectivement, mon cœur du travail aujourd'hui, c'est de trouver des conseils qui vont concilier les enjeux nutritionnels individuels et les enjeux environnementaux collectifs à long terme. Donc le simple fait d'aller vers des produits bruts, donc non transformés, d'origine bio, ou en tout cas avec une culture qui est cohérente par rapport à l'environnement, locaux, de saison, à travers des circuits courts. Et puis au niveau des produits animaux, bien évidemment de réduire. Je dis bien évidemment parce que voilà, il y aurait plein de choses à vous évoquer autour de ça, mais on sait que c'est un des enjeux, mais surtout de privilégier des produits qui sont issus d'élevage responsable, au sens déjà qui respectent l'animal, ses conditions de vie. Et puis si on parle des bovins, parce que ce sont les plus impactants, parce que c'est eux qu'on consomme davantage, ou sous forme de produits laitiers, des vaches qui ont brouté de l'herbe, du foin, et non pas des tourteaux de soja issus du Brésil ou d'autres pays qui vont exporter ces produits-là. C'est du bon sens, mais on sait que c'est en revalorisant l'ensemble de la chaîne alimentaire et en voyant justement sur toutes les étapes sur lesquelles on peut intervenir qu'on aura finalement un regard cohérent, autant nutritionnel qu'environnemental. Et ça passe beaucoup par le choix des origines, des circuits, comme pour le bio. Et c'est pas parler du bio pour le label bio, mais une agriculture qui limite les intrants chimiques, les contaminants. C'est un point qui est important pour beaucoup de raisons. Mais voilà, si je dois faire simple, ça fait pour moi c'est les conseils de base, qu'on soit sportif ou pas. D'accord. Merci beaucoup Anthony pour votre disponibilité. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anthony d'avoir accepté mon invitation et de sa patience suite à mes déboires dans l'enregistrement de cet épisode. Ce que selon moi on pourrait retenir de cet entretien, de cette introduction à cette discipline, c'est vraiment l'importance de l'individualisation de l'alimentation et donc de l'importance de faire un bilan nutritionnel poussé avec un professionnel. Et aussi l'importance et même la nécessité de mesurer l'impact environnemental de notre alimentation.
Si vous voulez pousser un peu plus loin, je vous conseille vraiment de visiter le site internet d'Anthony, santénutrition.com. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, où il a vraiment une approche holistique de la santé et il approfondit un peu cette notion d'impact environnemental de notre alimentation. Vous pouvez retrouver aussi Anthony Berthoud sur LinkedIn. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur différents réseaux sociaux et à mettre une note sur différentes plateformes d'écoute de votre choix. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sous le nom Sébastien Henriat ou sous le nom PhysioSkills sur Facebook et Instagram. J'espère que vous avez aimé cet épisode. À bientôt.